Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Aménager et valoriser un espace facile à lire. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui sont proposés par la FIL et les structures régionales pour le livre. Donc 3 webinaires consacrés au facile à lire. Nous avons eu un premier webinaire en mars qui a été consacré aux collections, aux collections et aux fonds documentaires facile à lire. Nous avons donc ce deuxième webinaire qui est consacré à l'espace, à tout ce qui est emplacement et valorisation de l'espace. Et nous aurons un troisième webinaire en novembre qui sera consacré au prix, à l'organisation d'un prix facile à lire. Si vous avez des questions qui sont relatives plutôt aux collections faciles à lire ou aux médiations autour du facile à lire, sachez que nous n'y répondrons pas forcément pendant ce webinaire qui est vraiment dédié à l'aménagement d'un espace et à la valorisation d'un espace facile à lire. À noter également que vos micros et vos caméras sont coupés ou éteintes par défaut. Donc, si vous voulez communiquer et donc poser des questions, vous avez un petit outil qui s'appelle Questions-réponses qui est en bas à droite de votre écran normalement. Donc je vous invite d'ailleurs peut-être à le tester dès maintenant. Et donc nous pouvons voir vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Nous aurons dans un premier temps une table ronde qui sera donc dédiée à toutes ces questions autour d'un espace facile à lire avec nos 5 intervenantes et notre modératrice. Et nous aurons dans un deuxième temps un temps d'échange sous forme de questions-réponses qui durera 20 minutes, de 11h10 à 11h30. Avant de laisser la parole à nos différentes intervenantes, quelques mots un petit peu pour vous rappeler ce que c'est que la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et les structures régionales pour le livre. Donc la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, c'est à la fois un réseau et une association nationale qui réunit des structures régionales pour le livre ainsi que des institutions nationales comme la Bibliothèque publique d'information ou la Bibliothèque nationale de France. Et depuis plusieurs années, la FIL et les structures régionales pour le livre sont engagées en faveur du développement de la lecture et elles produisent à ce titre un certain nombre de ressources pour tous les professionnels du livre, donc toute la chaîne du livre, des auteurs, autrices, en passant par les éditeurs, éditrices, les libraires, les bibliothécaires, etc. Et elles organisent également des journées d'études, des rencontres interprofessionnelles sur le sujet du développement de la lecture. Donc c'est dans ce cadre qu'en 2025, la FIL a publié avec ses partenaires un guide sur le facile à lire, sur la démarche facile à lire. Et donc ce cycle de 3 webinaires s'inscrit un petit peu dans la continuité de la publication de ce guide. Voilà. Juste pour vous dire également que on vous partagera des ressources qui seront évoquées pendant le webinaire, on vous les partagera par mail ultérieurement. Et puis, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos intervenantes pour la table ronde. Et je vais introduire du coup Sarah Mamad de Beauregard qui va modérer cette table ronde et qui est chargée de mission publique éloignée à l'Agence régionale du livre de Bretagne. Bonjour, merci Agnès. Euh, donc, euh, Avec nous aujourd'hui, Hélène Gerber, qui est designer graphique, Laure Gombeau et Morgane Dezard, qui sont bibliothécaires sur le réseau Quand la mer, Isabelle Bertha, qui est chargée de mission coordination accessibilité et public à la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Bienvenue à toutes les quatre. Donc, je vous propose qu'on commence directement par parler des espaces faciles à lire et du mobilier. Donc, quels sont les grands principes de mise en place d'un espace facile à lire par rapport aux questions d'attractivité et de visibilité? Est-ce qu'Isabelle, par rapport à tout ce que vous mettez en place en Ille-et-Vilaine, tu pourrais nous dire comment ça se déploie un petit peu chez vous? Est-ce que ce à quoi vous faites attention et comment vous accompagnez? Oui, bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Alors, je partage mon écran.
pour voilà, mettre un petit support visuel à cette première intervention. Et pardon, mais si ça ne vous embête pas, je coupe ma vidéo parce que j'ai l'air d'avoir des problèmes de bande passante. Voilà. Donc oui, alors la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, qui est en Bretagne, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, on est 3 collègues à travailler sur le facile à lire, donc Anne-Laure Potvin, Virginie Lescope, que je salue, et moi-même. Et on a un peu l'habitude de parler, de présenter les grands principes des espaces faciles à lire autour de 3 mots: attractivité, visibilité et facilité. J'en profite, j'ai oublié de le dire, pour dire que le support visuel que je vous partage là, qui reprend un peu ces 3 mots, il est dans le guide qu'Agnès vient de nommer, le guide facile à lire national qui est sorti l'année dernière, et on doit cette illustration à Océane Hardy. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ces 3 mots? Attractivité, visibilité et facilité. Alors, attractivité, c'est pour dire que le mobilier des espaces faciles à lire doit être différent des autres mobiliers de rayonnage de la médiathèque, que ce mobilier doit permettre une présentation des collections faciles à lire de face. C'est un mobilier et un espace qui doit être attractif parce qu'il doit donner envie au public de se servir des collections qui sont présentées, avec une quantité de documents faciles à lire suffisante, ni trop ni trop peu. On s'accorde généralement à dire qu'il faut un minimum de 50 documents faciles à lire, en tout cas présentés de face. Et pour terminer ce mot attractivité, une offre régulièrement renouvelée. C'est-à-dire que les collections faciles à lire que vous présentez dans ce mobilier, dans cet espace facile à lire, ça doit tourner régulièrement. Donc ça, c'est à travailler en lien avec les fonds courants pour que y ait un changement régulier et que ça concourt à l'attractivité. Donc premier mot, attractivité. Deuxième mot qui peut caractériser les grands principes d'un espace facile à lire, c'est visibilité. Un mobilier et un espace facilement repérable, visible de partout dans la bibliothèque, mais surtout dès l'entrée. Et on reverra avec Hélène Gerber la partie signalétique. Visible aussi parce qu'il va être implanté stratégiquement, donc si possible près de l'accueil, ou en tout cas près d'une zone d'accueil avec des interactions possibles avec l'équipe de la médiathèque. Et visible grâce à une signalétique accessible et au logo facile à lire qui va être intégré à cet espace, mais ça on le reverra dans la partie signalétique. Et puis troisième mot qui permet de résumer un peu ces grands principes, c'est le mot facilité. Donc facilité parce qu'on est dans le facile à lire et donc faciliter l'accès et les modalités d'appropriation de cet espace. Donc pas de classement pour les collections qui sont présentées dans cet espace. Des assises confortables proposées à proximité et du mobilier facilement déplaçable, donc si possible sur roulette. Donc voilà un peu comment on peut résumer les grands principes d'un espace facile à lire: attractivité, visibilité, facilité. Donc on peut vraiment les voir illustrés sur le schéma d'Océane Hardy. Et donc on conseille aussi de transmettre, d'écrire noir sur blanc ces différentes caractéristiques dans un cahier des charges quand on est au point de travailler à la conception d'un espace facile à lire. Cahier des charges avec ces caractéristiques qu'on transmettra aux fournisseurs, aux fabricants potentiels. C'est vraiment une base incontournable d'échange pour commencer à envisager la conception de cet espace. Merci Isabelle. Ça fait un joli cahier des charges avec pas mal de choses à respecter quand même. C'est presque intimidant. Moi, je proposerais bien à Morgane et Laure de nous dire comment, chez vous, dans votre réseau de Caen-la-Mer, vous illustrez ça. Est-ce que c'est un cahier des charges qui est sensiblement les mêmes? Est-ce que vous appliquez d'autres grands principes? Comment ça se déploie chez vous? Alors, bonjour à tout le monde.
Euh, nous sommes au niveau des bibliothèques de Caen-la-Mer. Nous avons mis en place nos espaces faciles à lire, nos 6 premiers espaces en 2019. Mais nous avons fait le choix, en fait, de constituer un groupe projet en 2018, donc composé d'acquéreurs de bibliothèques et de partenaires. Et nous avons fait le choix de rédiger ensemble une charte. Donc cette charte, en fait, elle constitue les différentes modalités qui suivent un peu les grands principes de l'ADN de la mise en place des espaces faciles à lire. Et nous avons pu discuter autour, évidemment, de l'aménagement, mais aussi de la médiation, de la communication. Et cette charte, d'ailleurs, si elle vous intéresse, on pourra tout à fait vous la fournir, mais elle nous permet d'être dans le réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer, voilà, un point d'ancrage important et qui nous permet de nous réunir autour d'une démarche harmonisée, d'autant que nos mobiliers sont également, comme vous allez le voir, plutôt harmonisés dans notre démarche. Par rapport à qu'a dit Isabelle de ce qui se passe en Ille-et-Vilaine, le projet du coup de Caen-la-Mer est assez ancien, du coup il a 8 ans maintenant. On était quand même au démarrage du facile à lire et il fallait aussi embarquer les équipes et les convaincre justement des arguments qu'a apporté Isabelle, puisqu'en fait la charte de Caen-la-Mer, on n'utilise pas tout à fait les mêmes termes, mais c'est vraiment les mêmes principes de visibilité, de facilité, d'attractivité, avec les mêmes principes d'installation. Donc effectivement, en proximité d'une banque d'accueil, dans l'idéal près de l'entrée de la bibliothèque pour que ce soit facilement visible, avec des mobiliers différents du reste de la bibliothèque, avec voilà, on est aussi bien entendu parti sur le même nombre de documents, minimum 50 ouvrages, jusqu'à 250 ouvrages pour un fonds, mais maximum. Et du coup, ça nous a permis d'embarquer aussi les équipes, et comme on est aussi sur les conditions de mise en œuvre, eh bien pour que ça puisse se mettre en œuvre et pour que ça puisse être porté correctement, il faut quand même une adhésion de l'équipe, puisque ça va transformer aussi l'espace d'accueil. Et c'est la manière dont on a fonctionné. Aujourd'hui, je pense qu'on fonctionnerait autrement avec toutes les expériences qui existent en France. On se passerait peut-être de cette charte, de ce groupe de travail. Mais en 2018-2019, ça a été pour nous assez fondateur de l'ensemble de la démarche, aussi bien du coup sur la question des aménagements que, comme on le verra en novembre, sur la question des partenariats et des médiations. Merci. C'est vrai que maintenant, on a quand même une grande variété d'espaces faciles à lire à travers le national. Et donc, mais après, c'est toujours quand même très pratique d'avoir une base à laquelle se référer avec ces grands principes et de piocher un petit peu ce qui se passe à droite à gauche pour voir comment ça se passe. Mais ça illustre aussi peut-être, ou ça pose la question d'une variété d'espaces très forte, parce que on va pas du tout penser cet espace et ce mobilier de la même manière dans une petite bibliothèque d'une commune rurale ou dans une méga structure. Donc comment Laure, Morgane, Isabelle, Hélène, vous pourriez appliquer ça en termes de taille, en termes de qu'est-ce qu'il est possible réellement, Laure ou Morgane, si vous avez envie. Oui, par rapport aux différents espaces, eh ben, le mieux, c'est qu'on va vous montrer un petit peu, nous, comment ça se présente à Caen-la-Mer dans nos bibliothèques respectives. On a des petits espaces et des grands espaces. La contrainte spatiale est un des critères et les contraintes spatiales sont des critères qu'on va prendre en compte tout de suite dans nos espaces. On a des espaces, là vous êtes à la... attendez, ça arrive. Donc, vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? On ne vous entend plus. Oui, on voit l'écran. Ouais. Donc,
on est là, on est entre la bibliothèque de la Maladrerie, un des quartiers de Caen, où vous voyez de toute façon, l'espace, enfin le mobilier va être tout de suite présenté à l'accueil, et si possible dans un lieu où il y ait un peu de passage aussi pour pouvoir attirer le regard. Nous allons ensuite, par exemple, à la bibliothèque de Colombelle, là aussi à l'accueil, il y a un grand espace qui a été possiblement aménagé, et nous essayons à chaque fois de pouvoir proposer des assises et des espaces cosy, des espaces avec des lumières un petit peu douces, voilà. Donc, on va passer. Si tu permets. Ouais. On a travaillé par rapport à cette question de l'adaptabilité. On a travaillé sur quand la mère dans notre charte, a encouragé en fait les collègues de partir sur un mobilier unifié. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on était très accompagnés par la DRAC. Oui. Donc la plupart des bibliothèques qui sont parties avec nous au démarrage ont été financées par la DRAC de Normandie, qui soutenait la démarche. Des collègues qui sont partis un petit peu après n'ont pas réussi à avoir le même type de financement, et donc ont dû aménager autrement. Mais donc on a choisi en fait un mobilier équivalent dans toutes les bibliothèques, avec soit un petit module, soit un grand module, ce qui permettait en fait une adaptation dans les différents espaces. On a la bibliothèque du coup de nos collègues de Cormelles-le-Royal qui n'ont pas pu, qui ne sont pas allés dans cette démarche-là. Ils n'arrivaient pas à débloquer autant de financement. Ça restait quand même des modules assez chers pour un équipement un peu petit. Mais ils ont gardé l'ensemble du principe. Donc voilà, des fauteuils colorés, chaleureux, autour du coup d'un espace de collection bien identifié. Et nos espaces peuvent accueillir, enfin le mobilier peut accueillir de 50 à 250 ouvrages selon voilà les tailles enfin le contexte des bibliothèques. Donc là, on a à la fois une bibliothèque, la bibliothèque Tocqueville, celle que vous voyez en haut à gauche, qui est un équipement qui fait 100 000 m², et la bibliothèque du Chemin Vert, qui est un équipement qui en fait 200. Donc on a une vraie hétérogénéité dans nos espaces. Mais avec toujours cette permanence de ces fauteuils colorés, cette petite table d'accueil d'appoint qui permet de rendre l'espace accueillant, et ces collections qui sont toujours un maximum en fascine et un maximum visible, coloré, agréable. Avec une signalétique, mais on va en reparler après, qui est très visible dès l'entrée dans la médiathèque ou la bibliothèque. Merci. Et Isabelle, de votre côté, en Ille-et-Vilaine, comment ça s'illustre? Alors, du coup, je vous partage à nouveau mon écran pour l'illustrer justement. Tac. Voilà, bah du coup pour illustrer parce qu'effectivement hein, on parle d'espace au pluriel forcément, on l'a dit, hein, ça fait plus de 10 ans que les espaces, la démarche facile à lire se développe en France, donc il y a une vraie diversité de tailles, de formes, de matériaux aussi. Donc c'est un peu ce qu'on avait envie de partager par rapport aux espaces d'Ille-et-Vilaine. Vous montrer que là, on va être sur des différences de forme et de taille grâce à du mobilier sur mesure. La première image que je partage, on est sur le réseau des médiathèques de Saint-Main-Montauban, donc en Ille-et-Vilaine, à Saint-Pern exactement, donc avec un mobilier qui va se décliner sur l'ensemble des bibliothèques du réseau de taille et de forme un peu différentes. Par exemple, ensuite, on est sur le réseau des bibliothèques de Couesnon Marche de Bretagne, en train, là aussi pour du mobilier sur mesure, qui, avec la même ligne de design, va se décliner dans des formes et des tailles différentes sur le réseau. Donc un peu comme disaient Laure et Morgane, repérable parce que c'est la même ligne de mobilier, mais adaptable aux différentes tailles de bibliothèques d'un réseau. Là maintenant, on est sur un autre réseau plus aussi au sud du département, donc le réseau des bibliothèques de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, dans la commune de Guignin, avec un autre mobilier réalisé sur mesure qui va se décliner aussi dans les différentes bibliothèques. Voilà.
Merci. Alors, pardon, mais excuse-moi, j'en ai Oui, vas-y. d'autres, Sarah. Ouais, je vais vite, je vais un petit peu plus vite. Donc là, on est à Lorient, on sort du département parce qu'on n'est pas que Chauvin en Ille-et-Vilaine, mais on reste un peu breton quand même. Donc dans le Morbihan, on est sur un autre mobilier sur mesure. J'en profite pour vous dire qu'on ne dit rien pour l'instant en fait de qui a fait quoi, puisque ça sera l'objet de la partie suivante. Ensuite, donc on voulait vous partager des espaces faciles à lire qui avaient réussi à optimiser des espaces dans la bibliothèque. Alors, on n'est pas là pour dire que il peut y avoir quand même des questions qui se posent en termes d'accessibilité, notamment pour les personnes en fauteuil, par exemple, là. Mais en tout cas, à Assigné, en Ille-et-Vilaine, ils ont choisi d'occuper un espace qui était laissé vacant sous un escalier avec cette réalisation sur mesure. De la même manière, là, on est dans le Finistère, à Brest, dans Bézélec, et là, c'est l'habillage des colonnes de cet espace dans la médiathèque qui permet d'aménager un mobilier facile à lire. Et puis, je termine dans une forme un peu différente en vous présentant donc l'espace facile à lire de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine qu'on prête aux bibliothèques ou aux réseaux du département qui veulent se lancer dans la démarche facile à lire. Et donc là, on est sur un mobilier qui a une forme un peu inédite. Il date de 2022, mais les attendus étaient vraiment de créer un mobilier qui se déplace facilement, qui s'adapte très facilement aussi à différents espaces. Et puis, comme il doit se déplacer, vu qu'on le prête, qui puisse être complètement fonctionnel. Donc, en fait, l'ensemble des éléments qui forment les deux meubles et les deux assises s'emboîtent les uns dans les autres pour être rangés et déplacés un peu à la manière des boîtes gigognes. Voilà, et il peut s'agencer au minimum dans un espace d'1,50 m sur 2 mètres. Voilà, Sarah. Merci Isabelle. En vous écoutant toutes les trois, on voit bien que, donc en fonction de la volonté de structure avec des espaces harmonisés ou au contraire du cas par cas, les mobiliers, les espaces prennent des formes complètement différentes de par leur taille, de par leurs matériaux. Ça doit pas être si simple que ça puisque faut quand même que ça s'adapte réellement à l'espace pour que ça reste accueillant, facile, visible, attractif. Et tout ça, ben, ça veut dire que ça a sûrement, donc il y a cette pensée de conception, mais ça a aussi sûrement un coût. Donc, on n'a pas tous toujours des sous. Vous le disiez tout à l'heure, Morgane et Laure aussi, ben, il y a un moment donné, entre le premier projet et la suite, il n'y a pas eu forcément les mêmes financements, donc il a fallu réfléchir autrement. Donc, comment on fait sur ces questions de financement, de conception de mobilier quand on a un petit budget ou un plus gros budget? C'est quoi les astuces, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je laisse la parole à Morgane. Ouais. Du côté de Camp-la-Mer, on est une grosse collectivité. Donc des moyens, c'est quand même les grosses collectivités, des moyens en général, on en a. Et c'est vraiment le travail, quand on a commencé à travailler aussi avec les bibliothèques municipales de notre réseau, où on a vu que cette question-là pouvait se poser. Je dirais que le principe, il va falloir simplement absolument penser la question de cet espace-là, non pas comme un espace qui doit forcément générer beaucoup de budget, mais qui doit absolument générer un maximum d'effets. Et donc ça, avec des astuces, c'est des choses qu'on peut faire. Par exemple, sur la bibliothèque d'Hérouville, je vous repartage l'écran. Tac, tac. Sur la bibliothèque d'Hérouville, les achats, on a acheté effectivement ce mobilier, mais qui ne nous a pas complètement convaincus dans notre espace en raison de son côté très grand. Et nous, dans l'espace, en fait, ça ne fonctionnait pas. Et donc, les collègues se sont appropriés l'espace, et c'est pour ça que dès le démarrage, je parlais de l'importance d'intégrer en fait ce côté managérial quand même dans la conception de l'espace parce que c'est quand même c'est les collègues qui vont le faire vivre et c'est les collègues qui vont s'approprier. Et donc au démarrage sur Hérouville, c'était un meuble haut qui était présent
comme sur la bibliothèque DIF que vous voyez sur la gauche. Et finalement, pour éviter de casser la ligne en fait de l'entrée de l'établissement, puisqu'il y a un gros meuble derrière, la banque est juste sur le côté à droite. Le choix a été fait d'allonger le meuble. Et donc, alors qu'il avait été envisagé de racheter un meuble pour que ce soit plus cohérent avec notre espace qui avait été transformé entre 2019 et 2022. Et finalement, en fait, les collègues l'ont allongé et ont transformé la fonctionnalité du meuble. Et du coup, c'est vrai que c'est un côté un petit peu créatif et décalé qui peut aussi interpeller les usagers, les personnes quand elles rentrent. Et bon, je crois que ça fait 3 ans maintenant qu'on a couché le meuble et qu'on l'a jamais remis. et qu'on l'a pas du coup voilà remis à sa taille initiale, enfin à sa position initiale. Et ça rend très bien, franchement, ça fait petit salon. Ouais, Voilà. Donc ouais. c'est très chouette comme idée. Et Isabelle? Oui, eh ben oui, sur cette question effectivement des budgets et des financements, on peut peut-être déjà dire que il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de solutions. Alors effectivement créatives, comme imaginatives, comme le disaient Laure et Morgane, issues de l'intelligence collective. Hein. C'est sûr que quand on travaille en équipe, de toute façon, sur tout projet, mais sur le facile à lire, puisqu'on parle de ça notamment, on ira plus loin et on envisagera plusieurs solutions. Mais donc, ce qu'on voulait aussi peut-être vous montrer aujourd'hui là, c'était les possibilités de la diversité aussi des fournisseurs potentiels dont vont forcément découler des coûts différents. Alors, je repartage là aussi, si je peux. Désolée, c'est des petites manips à chaque fois. Ok. Donc, dire que justement, dans la diversité des fournisseurs, ça va du mobilier de catalogue, comme ça a été le choix sur le réseau de Caen-la-Mer, avec voilà toutes les créativités qui peuvent en décliner malgré tout. À s'adresser à des designers, design d'espace, design de mobilier, scénographes, les services techniques de vos communes. On va le voir, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples où ça peut être aussi le Fab Lab. Et puis, des partenaires qui ont l'intérêt et l'avantage d'être des partenaires en lien avec les publics cibles du facile à lire et que du coup ça peut permettre d'intégrer dès le départ de la démarche les publics cibles, donc c'est très valorisant pour eux et bon c'est effectivement aussi très très incluant. Donc là, pour poursuivre sur le mobilier de catalogue, donc je voulais vous montrer deux images en lien avec la gamme OFTO, OFTO chez IDM, donc qui est un des fournisseurs de mobilier de bibliothèque. Donc là, on est sur, donc c'est ce mobilier qui est contre le mur, là sous le logo facile à lire, qui coûte 975 € hors taxe lors des derniers repérages, et qui a été utilisé de deux manières. Donc sur les deux exemples, là on est à Menrock, donc sur le réseau de Couesnon Marche de Bretagne dont je vous ai déjà parlé, et en fait là il est utilisé comme mobilier facile à lire provisoire dans l'attente d'un mobilier sur mesure. Et là, c'est la même gamme, OFTO. On est à Châteaubourg, toujours en Ille-et-Vilaine. Et à Châteaubourg, il a été utilisé à notre connaissance de deux manières. Soit pour des temps de médiation autour du facile à lire, comme sur cette photo, ou en complément du mobilier facile à lire sur mesure pour permettre de présenter un plus grand nombre de collections faciles à lire. Donc ensuite, quand on parle de fournisseurs possibles type designer, donc là on peut vous montrer, je vous montre très rapidement juste une photo parce que Hélène va beaucoup plus parler après de ce qui s'est fait sur le réseau des bibliothèques de Couesnon. Mais là, c'est un mobilier qui a été, comme en train tout à l'heure, réalisé par un cabinet de designer donc qui se trouve dans les Côtes d'Armor en Bretagne, qui s'appelle La Volumerie. Qui a réalisé ces meubles pour l'ensemble, 7 bibliothèques du réseau, pour un coût total de 21 000 €
hors taxe les 7 meubles, donc ça n'est pas rien. Mais ça a pu être aidé sur ce réseau grâce au financement d'un contrat territoire lecture, donc grâce à cet investissement sur 3 ans. Et si on le rapporte aux 7 bibliothèques, ça fait un coût moyen de 3 000 € hors taxe par mobilier pour du sur-mesure. Et vraiment des tailles différentes et un peu des formes différentes dans chaque bibliothèque. Le sur-mesure aussi avec le mobilier de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montre une deuxième photo où on voit l'espace une fois rangé et fermé. Là, la designeuse, c'est Laure Guillou, qui a un cabinet qui s'appelle Un Poisson Pilote, que vous pouvez retrouver en ligne. Et donc, nous, quand elle l'a réalisé pour nous en 2022, elle l'a créé. Donc, on a eu un coût de conception qui maintenant ne serait pas à votre charge. Si vous souhaitez le même, vous pouvez vous adresser à Un Poisson Pilote. Et là, vous ne paierez que le coût de fabrication, qui en 2022 était à peu près de 8 000 €. Autre exemple de mobilier réalisé par des designers. Là, on est sur le réseau des bibliothèques de la Roche-aux-Fées Communauté, toujours en Ille-et-Vilaine, et avec un mobilier tout en carton, très léger, d'un seul bloc, qui a été réalisé par la designeuse Sarah Williams. Et on est là sur un coût un peu moindre de 2 500 € hors taxe à l'époque. On peut aussi avoir, donc, comme je le disais, une création sur mesure par des partenaires. Là, je vous donne rapidement un exemple. On est à Redon et on est sur un mobilier qui a été créé par le chantier d'insertion de la commune. Donc là, on est vraiment sur des coûts réduits de fabrication dans le cadre d'un partenariat. Ça a été le cas aussi à Dol de Bretagne en Ille-et-Vilaine pour un mobilier qui a été réalisé par le lycée professionnel de la commune. À Lorient, je vous le montrais tout à l'heure, je vous le remontre pour vous dire que là, c'est une réalisation qui a été faite par le service accueil de jour de l'association Sauvegarde 56, qui s'adresse et qui est engagée aux personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Et alors là, un coût zéro. Donc c'est un exemple à Liffré, qui se trouve un peu au nord-est de Rennes. La bibliothèque travaillait déjà en partenariat avec le Fab Lab de la commune et elle a décidé de lui proposer une collaboration supplémentaire autour du facile à lire. Donc le Fab Lab a réalisé à partir du cahier des charges de la bibliothèque donc un mobilier qu'avec du matériau de réemploi, dont essentiellement du bois de palette, pour un budget zéro pour la bibliothèque et la commune, puisque voilà, il y a un partenariat entre la bibliothèque, mais plus largement la collectivité et ce Fab Lab. Donc ça, c'est un exemple, évidemment, c'est pas duplicable partout, mais ça peut inspirer. Et alors, on a la chance d'avoir eu la designeuse Laure Guillou, d'Un Poisson Pilote, dont je vous ai déjà parlé, qui, avant même qu'on s'adresse à elle pour notre propre mobilier en 2022, commençait à entendre parler du facile à lire et des mobiliers en bibliothèque et a bien vu qu'il y avait un sujet autour des budgets et a décidé de concevoir en mode design de service un mobilier qui allait avoir 4 contraintes, enfin en tout cas qui allait pouvoir répondre à 4 contraintes, être réalisable avec des éléments existants achetables dans le commerce pour un coût réduit, qui nécessitait très peu de compétences techniques pour les équipes des bibliothèques et qui était réalisable en 2 heures chrono quasiment. Donc elle a conçu ça, elle l'a ensuite fait tester en expérimentation dans une bibliothèque. Donc, je vous montre l'autre photo, c'est le même mobilier mais testé dans les espaces de la médiathèque de Landerneau dans le Finistère. Donc là, on est sur un coût réduit, je ne l'ai pas en tête, mais c'est du mobilier Ikea, des accessoires Ikea et du matériel de bricolage. Et on a sur le site de Laure Guillou la notice de montage en vidéo. Donc ça, c'est vraiment aidant pour les petits budgets. Merci Isabelle. Donc, ce qu'on a pu voir du coup avec toutes ces photos, c'est que en dehors du dernier mobilier Poisson Pilote ou de la récupération d'un mobilier tout fait d'une autre structure qui se rééquipe ou en règle générale, ça prend quand même du temps entre la pensée, l'espace, la conception. Le mobilier n'arrive pas du jour au lendemain, donc c'est une vraie réflexion. Et ce qu'on a pu voir aussi, vous avez dû le remarquer tout comme moi sur beaucoup de ces photos, c'est qu'il y a une signalétique
bien précise avec le logo facile à lire. Donc le facile à lire, comme peut-être vous le savez, a un logo qui lui est dédié, justement pour répondre aussi aux questions de visibilité, de facilité, pour qu'on puisse le repérer tout de suite dans l'espace quand on arrive, dans l'espace de la bibliothèque ou de la structure. Et il y a quand même une petite démarche, une pensée autour de ce logo. Je vais proposer à Isabelle de nous parler un petit peu du logo facile à lire et ensuite je proposerai bien à Hélène de nous donner un peu plus d'infos et de rentrer un peu plus dans les détails concernant les règles basiques liées au mobilier et à la signalétique. Parce que là, on a vu beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Isabelle. Oui, merci Sarah. Alors, effectivement, donc là, vous devez voir sur vos écrans le logo facile à lire qui est maintenant géré par le ministère de la Culture, notamment en ce qui concerne ses droits et ses droits de diffusion. Le ministère de la Culture le met à disposition des structures qui souhaitent se lancer dans la démarche facile à lire en identifiant des espaces et des collections. L'utilisation de ce logo est gratuite. Par contre, elle est soumise à un engagement moral de la structure demandeuse qui aujourd'hui est en autodéclaration. Donc, l'engagement des bibliothèques qui souhaitent utiliser le logo, c'est s'engager à installer un espace facile à lire avec les grands principes qu'on a déjà rappelés en début de webinaire. À noter quand même, et c'est précisé dans la charte d'utilisation, que l'espace facile à lire peut être installé ailleurs qu'en bibliothèque. Il peut être aussi installé dans les locaux des partenaires avec lesquels on travaille dans cette démarche. Les bibliothèques qui veulent utiliser le logo s'engagent aussi donc à travailler avec les partenaires du champ social et de l'emploi et de la formation, voilà, auprès des publics éloignés du livre et de la lecture. Prévoir des temps de médiation et d'animation pour valoriser l'espace, toucher les publics. Et donc, elles doivent signer la charte d'utilisation du logo pour pouvoir le récupérer et remplir le formulaire en ligne. Donc aujourd'hui, la démarche, elle est simplifiée puisque c'est un formulaire d'autodéclaration et on peut utiliser le logo dans la foulée. Avant, il fallait attendre la validation par une commission qui se réunissait plusieurs fois dans l'année. Donc le logo en lui-même, vous le voyez, il est composé de 2 éléments visuels. Le pictogramme qui représente un lecteur souriant qui tient un livre ouvert et puis l'élément textuel facile à lire. Donc en principe, ces 2 éléments visuels sont indissociables, mais la charte permet une exception notamment pour l'utilisation du pictogramme seul, donc du lecteur souriant, quand il va s'agir éventuellement de signaler les ouvrages faciles à lire. Donc quand on met le logo sur des ouvrages et pas sur le mobilier et les espaces. La seule modification autre possible, c'est celle de la couleur. Donc, vous le voyez, le logo est en noir et blanc, mais on va le voir avec Hélène après. On peut décliner le logo dans d'autres couleurs, à condition de respecter évidemment les règles d'accessibilité. Et puis, le logo, il est présenté en 2 formats. Là, vous voyez la version verticale, et vous avez au choix l'utilisation aussi d'une version horizontale. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement sur le logo. Je vous retrouve. Merci Isabelle. Juste pour préciser, comme Isabelle le disait, c'est une démarche en ligne. Si vous ne l'avez pas faite et que vous souhaitez la faire, ça ne marche pas toujours du premier coup. Je tiens juste à le préciser. Donc, n'hésitez pas à refaire la démarche pour pouvoir avoir accès justement au fichier pour que la page de téléchargement s'ouvre. Parce que souvent, on a quand même un retour de personnes qui n'arrivent pas à avoir les... voilà. Donc, c'est juste pour dire, n'hésite pas à refaire la démarche plusieurs fois. Hélène, je te laisse la parole par rapport à ces questions-là, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je vais compléter ce qui a été dit avant pour vous parler de signalétique.
Et un peu plus largement, en fait, on va vraiment là évoquer le sujet du graphisme et de la couleur dans l'espace architectural. Parce qu'en fait, tous ces meubles, ils vont être dans des espaces, donc c'est important de prendre en compte l'espace dans son entièreté. Ça veut dire comment est-ce qu'on va arriver dans la médiathèque, où est-ce qu'on va positionner le meuble, quels vont être les points de visibilité et puis quelle distance de lecture on va avoir par rapport à cet espace facile à lire. Donc tout ce que je vais vous énoncer là, un peu comme règles graphiques, en fait ce sont des règles qui viennent de ce genre de guide, en fait, par exemple, qui vont être édités par l'UNAPI qui sont issus de tests en fait qui ont été faits avec du public en situation de handicap. Donc en fait, c'est pas des choses inventées, c'est juste tout ce qui est préconisé pour que ce soit facile à lire, facile à identifier. Donc le logo, on vient d'en parler. On a parlé des déclinaisons possibles de couleurs. Donc au départ, le logo est en noir. Après, on peut en effet le mettre un peu avec la couleur qu'on désire. On va se dire par exemple par rapport à l'aménagement intérieur de la bibliothèque. Par contre, on peut juste se mettre un petit point de vigilance par rapport au choix de la couleur. Par exemple, avec la couleur rouge, moi j'ai eu des retours où on m'a dit attention, parfois le rouge, ça peut aussi être l'interdit. Donc là, quand on choisit une couleur, attention à sa symbolique, parce que des fois, ça peut être un peu à l'inverse de ce qu'on souhaiterait faire. Voilà. Ensuite, par rapport aux règles graphiques, ça va être important de penser au contraste, parce qu'on ne voit pas tous de la même manière. Donc là, par exemple, c'est un espace qui est assez sympa, là, avec une proposition d'aménagement mural. Par contre, là, on peut se questionner entre le blanc et le bleu clair. Excusez-moi, Hélène, je vous interromps parce que je crois qu'on ne voit pas votre support. Ah non. Merci. Alors. Donc, je recommence. C'est bon là ou pas? Là, c'est bon. Ok. Alors, par contre, moi, je vous ai... Non, c'est bon. Donc, pardon. Donc, ça m'a mis en image. Donc là, voilà l'exemple avec le logo en noir et blanc. Et ensuite, ce que je vous disais par rapport au rouge, en fait, et par rapport à la symbolique des couleurs. Voilà, donc par rapport au contraste. Là, avec cet exemple d'aménagement mural, on peut se questionner sur le contraste entre le blanc et le bleu clair. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle Color Contrast. On peut le télécharger, c'est gratuit. Et donc, là, je vais essayer de zoomer. En fait, c'est assez simple. On a une pipette où vous allez pouvoir absorber la couleur de premier plan et la couleur de second plan. Et ensuite, on vous dit si c'est conforme ou non conforme par rapport au taux de contraste pour la meilleure visibilité par tous. Et donc après, ça permet d'adapter. Voilà, ces choix de couleurs. Voilà. Ensuite, par rapport au graphisme, il est plutôt recommandé de ne pas écrire en tout majuscule parce qu'en fait, la distinction des lettres est plus aisée avec des lettres minuscules parce qu'il y a des L et des P qui montent et qui descendent. Donc, c'est plus pratique en fait pour identifier les lettres. Pareil ici en fait sur ce meuble, là en fait je vais faire pas mal de remarques par rapport à des meubles qui ont été faits. Alors ça veut pas dire qu'il faut jeter les meubles, mais pourtant si maintenant vous êtes amené à faire fabriquer de nouveaux meubles, c'est des recommandations qui peuvent faire partie de votre cahier des charges en fait pour le fournisseur de mobilier qui lui est pas forcément au courant de ces règles graphiques. Mais juste, voilà, là, ça peut permettre d'avoir des choses qui vont être plus adaptées. Par exemple, ici, on peut juste se poser la question de l'utilité de dissocier, en fait, le message. Enfin, là, par exemple, un logo, c'était suffisant, en fait. Là, après, ça peut être un peu confusant, en fait, d'avoir des mots dans tous les sens. Ici, on peut se dire aussi que c'est plutôt... c'est plus compréhensible, en fait, de grouper l'information. D'éviter de mettre des lettres dans tous les sens, même si ça peut paraître ludique en fait pour la facilitation de lecture, c'est pas forcément évident.
On évite aussi d'écrire à la verticale parce que c'est pas hyper confortable d'avoir à pencher la tête. Ensuite, par rapport aux différents types de supports et à la taille à laquelle on peut écrire les éléments, en général, on se dit on va faire un lettrage d'1 centimètre pour 1 mètre de distance, par exemple. Donc ça peut vous donner une idée par rapport à l'espace de votre médiathèque. On peut essayer d'éviter des supports brillants, notamment quand c'est plastifié, parce que ça peut faire des reflets qui peuvent gêner la lecture. Et ensuite, par rapport aux différents types de supports, ça peut être des tablettes, en fait, qu'on a déjà vues, qu'on vient poser sur le meuble. Ça peut aussi être un marquage qui peut être fait directement sur le meuble. Ça peut aussi être sur le mur. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a le logo, mais le logo, il est mis une dizaine de fois, donc c'est pas forcément utile en fait. Enfin, des fois, il vaut vraiment mieux être simple et clair et mettre les choses, juste une fois en fait, ça suffit. Donc là, c'est pareil, c'est encore un exemple d'aménagement mural avec un marquage là. Après, donc par rapport à la signalétique, il y a ce qu'on va écrire sur le meuble, mais ça, Isabelle, on en a pas mal parlé tout à l'heure. On peut aussi se dire que le mobilier fait signalétique. Donc si souvent, ce sont des mobiliers qui vont être singuliers ou différents des autres meubles dans la médiathèque, lui, il tape aussi à l'œil et il fait aussi qu'on va le remarquer. Donc de par son design et aussi de par son emplacement dans l'espace. Donc ça fait aussi marqueur. On peut se dire aussi que la couleur fait signalétique. Par exemple, même si on a un mobilier qui peut être assez classique, peut-être que le fait de le mettre sur un mur de couleur, par exemple, ça va attirer l'œil vers l'espace facile à lire. Ou là, par exemple, c'est un mobilier qui a été peint d'une couleur, donc ça peut aussi marcher pour le rendre attractif. Voilà, ça c'est aussi un meuble de couleur. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'écrire en tout majuscule et avoir des éléments brillants. Là, voilà, par exemple, ça peut être un petit peu ici un contre-exemple. Il y a aussi la question d'associer ou pas le facile à lire au lire autrement. Donc peut-être que là, quelqu'un pourra compléter sur ce sujet. Parfois, moi, on me demande en fait de mettre le facile à lire dans le lire autrement, mais voilà, peut-être petit point de vigilance. Peut-être Sarah, je sais pas. Oui, je crois que Laure avait envie de dire quelque chose, donc je vais laisser Laure et puis je compléterai en fonction de ce que tu vas dire. Oui, je voulais parler de distinguer lire autrement de facile à lire. Alors c'est vrai qu'en fait, facile à lire, c'est vraiment une proposition qui n'est pas forcément d'abord une proposition qui est plus une proposition sur l'adaptabilité que l'accessibilité. On n'est pas sur la question forcément du handicap. Lire autrement, ça permet peut-être d'élargir davantage les adaptations à des publics encore de très très différents. Et on peut, par exemple, parler dans le cadre de l'EJA, on peut trouver aussi sous l'appellation Lire autrement des éditions jeunesse accessibles, par exemple. Donc voilà, attention, lire autrement facile à lire, voilà, c'est pas exactement, disons, dans les objectifs de base, la même démarche. Oui, effectivement, c'est pas du tout la même démarche. Donc, et vu toute la réflexion qu'on vient d'illustrer sur comment on pense un espace facile à lire, un mobilier facile à lire, et puis on rappelle que le facile à lire est quand même à destination des adultes, donc le mélanger avec un espace EJA par exemple, qui est à destination des plus jeunes, c'est pas forcément pertinent. Donc, il faut lui laisser son entièreté. Parce qu'il est réellement à destination d'un public précis qui n'est pas un public qui a besoin d'ouvrages adaptés, mais d'ouvrages accessibles. Je vois qu'Isabelle a levé la main, donc Isabelle, vas-y, si tu veux compléter.
Oui, bah oui, compléter peut-être par rapport à l'expérience qu'on a nous En fait, on nous pose souvent cette question-là, ou on le constate quand on va sur le terrain, qu'il peut y avoir l'envie de rapprocher les deux. C'est déjà arrivé. Ce qu'on a un peu tendance à dire, c'est que, comme vous venez de le dire, pour faciliter, là encore, la vie des personnes qui ont des besoins spécifiques, ne pas mélanger, ça va remplir cet objectif-là, de leur faciliter la vie. Et puis aussi parce que, effectivement, les collections Lire Autrement, comme vous l'avez dit, ce sont des collections adaptées, alors que le facile à lire, c'est des documents choisis dans le fond courant. Il n'empêche quand même que nous, par exemple, à la médiathèque départementale, sans mélanger les deux, on peut de temps en temps intégrer dans les collections faciles à lire des collections adaptées parce qu'elles vont remplir les critères de repérage des collections faciles à lire. C'est le cas notamment de certains ouvrages en facile à lire et à comprendre, puisqu'il y a maintenant une édition adaptée facile à lire et à comprendre qui existe. Ça peut être aussi le cas des fois d'ouvrages 10. Mais en tout cas, on le fait en connaissance de cause et éventuellement, les ouvrages vont être présents dans les deux fonds. Mais ce sont un peu des choix stratégiques et même s'il y a des passerelles de public dans les deux collections, c'est quand même plus intéressant pour ces publics-là de s'y retrouver plus facilement en les séparant. Oui, Laure ou Morgane? Et moi, je rajouterais, comme ça on aura vu tout, la question aussi du risque de. Enfin, je suis d'accord avec Hélène, parce que ça pose un vrai débat, parce que du coup, ça pose aussi la question de la confusion entre les objectifs qu'on va apporter sur ces fonds-là. Et cette confusion-là, elle va vite aller très très loin parce que on va avoir envie d'optimiser. Enfin voilà, il y a toute cette question-là. Or, vraiment, travailler sur des publics qui ont perdu le chemin de la lecture, c'est pas la même chose que de travailler pour des publics qui, de toute façon, ne trouveront jamais le chemin de la lecture plus classique et pour lesquels il va de toute façon falloir proposer des choses qui sont adaptées. Il va falloir faire un autre type de travail. Donc, en termes de partenariat, de toute façon, ces deux espaces vont parfois, comme le dit Isabelle, se rencontrer. Mais en général, ça ne va pas du tout être les mêmes partenaires. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Ça doit pas du tout. Il faut même éviter que ce soit au même endroit. Oui, c'est vrai que enfin, nous, on préconise de ne pas forcément les mélanger parce que ce sont tous des chemins d'accès à la lecture, sauf qu'ils ne sont pas pensés de la même manière parce qu'ils ne visent pas les mêmes publics. Et clairement, dans le dispositif facile à lire, il y a quand même tout un travail aussi qui est autour des partenariats, des médiations, qui n'est pas un travail qui est forcément déployé autour du Lire Autrement ou des fonds 10 ou etc. Donc c'est vrai que c'est bien de garder l'espace facile à lire dans un endroit bien précis de la structure où il va attirer le regard et toucher les publics qui en ont besoin et faciliter leur accès au livre et à la lecture parce que justement, ils se reconnectent à la lecture ou ils réapprennent à lire. Hélène, on te laisse reprendre. Je crois que tu nous as mis une diapo sur Queen en Marche de Bretagne. Oui, c'est ça. Donc là, bah, c'est pour finir. Donc c'est, comme le disait tout à l'heure Isabelle, c'est une communauté de communes qui a vraiment fait le choix, bah, aussi un peu comme à Caen-la-Mer, d'uniformiser tous ces mobiliers faciles à lire euh, en fonction bah, des espaces disponibles dans chacune des médiathèques. Donc là, c'est plutôt en fait une série de photos informatives pour voir à chaque fois bah, où était mise la signalétique. Donc là, c'était assez simple, hein, c'était juste des petits chevalets qui ont été mis soit dessus, soit à côté du meuble. Donc voilà. Après, bah, comme le disait Isabelle, le fait aussi à chaque fois que ce soit le même mobilier avec le même logo mis de la même manière, quand les lecteurs vont naviguer d'une médiathèque à l'autre, eh ben, ça permet d'identifier l'espace et de repérer. Et c'est aussi pour ça que c'est important bah, que le logo facile à lire soit utilisé de manière constante en fait d'une médiathèque à l'autre, même d'un territoire à l'autre en fait, parce que ça sert de repère. Donc voilà, bah ça c'est un meuble qui a été mis au niveau de l'accueil, ça vraiment dans un espace de circulation, et puis ça à côté, ici là à côté d'un espace avec une plante et puis des petites chaises.
Donc voilà pour la partie image. Donc, Merci Hélène pour toutes ces infos. C'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui sont faites et qui respectent pas forcément, on va dire, le cadre d'une signalétique lisible au final. Donc merci de nous avoir éclairé là-dessus. J'en profite du coup, si ça vous va, pour passer à la suite. Donc, on a vu, on a vu la signalétique, on a vu le mobilier, les espaces, les financements. Donc, on part du principe qu'on est arrivé sur une structure qui a installé son espace, mais à un moment donné, il faut que cet espace il soit valorisé, qu'il soit visible par le grand public qui ne sait pas qu'il est encore arrivé, et puis par les partenaires. Donc comment on fait quand on a travaillé tout ça pour donner une vraie valorisation à cette... comment on communique en fait là-dessus. Parce que bon, ça a pu nous coûter beaucoup de sous, hein, comme on a pu voir en fonction de on est un réseau ou on n'est pas un réseau, ou bien beaucoup de travail au service technique. Donc c'est bien aussi de lui donner toute sa place maintenant et puis de lui trouver son public. Donc, comment on fait pour communiquer là-dessus? Est-ce qu'il y a des grands principes qui ont été déployés, par exemple, en Ille-et-Vilaine avec la médiathèque départementale, Isabelle? Oui, alors, je ne sais pas si les mêmes grands principes ont été déployés. Alors non, hop, je voulais pas partager tout de suite. En Ille-et-Vilaine de la même manière, mais en tout cas, nous, puisque en tant que médiathèque départementale, on accompagne et on forme au facile à lire, là aussi, on partage un certain nombre de grands principes en matière de communication quand on intervient sur le facile à lire. Et en premier lieu, alors évidemment, là, je vais enfoncer des portes ouvertes de communication en général, mais en premier lieu, on va se demander quand même pourquoi on va communiquer, quel est l'objectif à atteindre, pour dire quoi, est-ce que je veux parler de l'espace justement, des collections, de la démarche en général, etc. Est-ce que je veux valoriser des choses, des actions, comment je vais communiquer, à partir de quel choix de modalité, quel support, la presse, la vidéo, la gazette locale, etc. Quand est-ce que j'organise, je planifie ma communication avec des échéances régulières à planning? Est-ce qu'il y a un budget dédié à la communication? Et puis, est-ce que la communication et les stratégies de communication que j'ai choisies, elles fonctionnent? Et dans ces cas-là, je mets aussi en place des indicateurs qui me permettent d'évaluer ma communication autour de la démarche FAL, de l'espace FAL, etc. Mais surtout, dans les grands principes de communication, on insiste, nous, sur l'aspect auprès de qui je vais communiquer. Parce qu'on oublie souvent que les premières personnes auprès de qui je dois communiquer, c'est en interne, équipe, bibliothèque ou réseau, notamment les collègues, alors tout le monde évidemment, mais en priorité les collègues qui sont en accueil public, de manière à ce qu'ils connaissent la démarche facile à lire, l'espace facile à lire, comment ça fonctionne, pour être en capacité à minima de renvoyer vers les personnes qui sont plus fléchées sur la démarche. Donc en interne équipe, mais aussi en interne collectivité, autres services de la collectivité, les élus, pour créer des relais d'information à l'échelle de son territoire et de sa collectivité. Et puis évidemment, auprès de qui? Là, c'est en externe, hein, donc pas son équipe ni sa collectivité, donc les partenaires et les publics cibles du territoire, évidemment. Donc là, il y a plein de manières de le faire. On n'a pas le temps ce matin de rentrer dans les détails, mais ce sont évidemment des cibles importantes et les premières, j'allais dire. Mais aussi ne pas négliger le public qui vient à la bibliothèque, le grand public, parce que finalement, ça peut être des personnes qui vont là aussi être des relais d'information et de communication. Donc nous, on dit qu'il faut en parler tout le temps, encore et encore. Il n'y a jamais de fin finalement à la communication autour du facile à lire. Donc voilà, on n'a pas fait une fois et on est content. On remet le travail sur la com tout le temps en place et on l'évalue, on la réévalue.
Merci. Je sais qu'il y a aussi, on parlait du logo tout à l'heure, qui est récupérable avec la démarche en ligne sur le site du ministère, mais le ministère a aussi proposé des affiches et des docs de communication qui sont téléchargeables, imprimables et que vous pouvez distribuer aux professionnels et au public. Je crois que du côté du réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer, vous les avez utilisés, voire même déclinés. Oui, alors effectivement, on utilise ces deux brochures pour permettre au public et aux personnes que ça intéresse et qui veulent utiliser, enfin qui veulent consulter, emprunter ces livres, voilà, de pouvoir avoir un- une communication. Alors c'est vrai qu'en dehors des médiations de nos événements, parce que aussi, enfin, on organise un prix facile à lire tous les 2 ans. Donc là, ça donne lieu à beaucoup de communication, des flyers, des bandeaux web, des affiches, etc. Mais en temps normal, enfin en temps, voilà, au niveau de la communication traditionnelle, on va dire, des espaces, on a ces deux brochures-là et on a également une, notre portail qui nous permet aussi voilà, de présenter là une petite vidéo, par exemple, qui n'est pas tout à fait à jour d'ailleurs, puisqu'il manque il manque 3 médiathèques. Peut-être juste rajouter que ce flyer, c'est le flyer proposé par le ministère Oui. et qu'on se l'est approprié en rajoutant tout simplement les contacts sur le territoire de Caen-la-Mer, Oui. des différentes bibliothèques qui proposent du coup Oui. ces espaces-là. Clairement. Et On va. tac. Que vous entendez? Non. Bon. Alors ça sert à rien. On a une com en fait, on a une page sur notre portail dédiée en fait, ben voilà, aux espaces faciles à lire. Et dessus, on a une vidéo qui dure 35 secondes ou 40 secondes que vous allez pouvoir lire par ailleurs parce que ça sert à rien qu'on la diffuse puisqu'il n'y a pas de son, mais qui présente. Tu veux que je la diffuse quand même? Ouais, il y avait quand même, ça donne juste Ok. sans le son, tu vois, on voit quel type, en très peu de prise de vue, la possibilité de, voilà, de montrer un peu ces espaces. J'ai partagé aussi le lien vers la vidéo, sinon. Super. Voilà. Voilà pour le document. Et on y présente aussi tout simplement aussi notre politique documentaire et les différentes partenariats et médiations qu'on va mettre en place autour de ce fonds, notamment le prix facile à lire. Par rapport à ce que Hélène disait de l'importance de faire attention à la déclinaison colorée des logos. Sur Caen-la-Mer, on utilise la déclinaison uniquement sur nos outils de communication papier. Sinon, notre logo reste toujours noir sur nos mobiliers, effectivement. Noir sur fond blanc. Est-ce que tu peux rajouter un Ouais, truc? non, juste dire que voilà, par exemple, un temps d'inauguration, quand l'espace est créé, ça peut être voilà aussi un événement qui peut être festif et qui peut donner l'occasion de voilà de venir de presse, enfin de journaux, d'interviews et puis de pouvoir aussi avec les partenaires inviter un certain nombre de publics pour cette inauguration et évidemment bon ça donnera c'est l'objet d'une autre thématique, mais tout ce qui relève de régulièrement faire vivre ces espaces en lien avec nos partenaires socio-éducatifs culturels. Voilà, et là aussi, des objets de communication peuvent être créés et peuvent être partagés pour faire connaître ces espaces. Merci à vous deux.
Moi, j'aurais bien rajouté que, effectivement, ce que tu viens de dire par rapport à inaugurer l'espace, en fait, avoir un temps un peu festif où on invite les partenaires, où on invite les abonnés aussi à découvrir cet espace, à expliquer ce que c'est que la démarche facile à lire, pour qui il est et comment ça fonctionne, c'est important. Il y a aussi tous les réseaux sociaux qu'il faut pas hésiter à utiliser parce que on a notre réseau et le partenariat qui va fonctionner, mais il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne. Le fait de parler du facile à lire, de dire qu'il y a un espace qui existe dans telle structure, voilà, souvent c'est un peu comme le portage à domicile en fait. Si les gens savent pas que ça existe, et ben ils vont pas y recourir. Et donc c'est vrai que il faut parler du facile à lire, il faut parler de ce chemin d'accès, cet accès à la lecture pour tout le monde et principalement pour les adultes du coup, qui n'est pas infantilisant. Et donc là on a parlé des supports de communication, mais pour valoriser l'espace en lui-même, vous avez des pistes? Moi, j'aurais juste voulu ajouter sur la communication, Oui, si je bien peux me sûr. permettre, Sarah, une affiche qu'on a réalisée, nous, en interne. Alors, hop, je vous la partage là aussi vite fait. Voilà. Et c'est une affiche qu'on propose aux bibliothèques du département qui mettent en place un espace et la démarche facile à lire, d'apposer à côté de l'espace facile à lire justement pour communiquer dessus, parce que la demande qui nous avait été remontée par les bibliothèques était comment, sur quoi je peux m'appuyer pour que les publics en autonomie puissent comprendre un peu rapidement de quoi il s'agit quand ils vont voir l'espace facile à lire. Donc là, on a tenté, alors je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, de répondre à la commande avec une affiche assez simple, claire et visuelle, autour de trois axes pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le facile à lire. C'est quoi le facile à lire? C'est pour qui et c'est où? Alors, elle a déjà quelques années, cette affiche. Dans mon souvenir, elle a peut-être 3-4 ans, je sais plus. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on modifierait aujourd'hui, mais bon, elle a le mérite d'exister et c'est vrai que quelques bibliothèques du département l'utilisent pour identifier un peu clairement à quoi ça se raccroche finalement ce concept et cette démarche du facile à lire en proximité des espaces. Merci Isabelle. Euh, et donc je reviens à ma dernière question Oui, parce que c'est alors du bien coup, l'heure. ouais, je peux peut-être enchaîner justement parce que je voulais Ouais, rebondir vas-y. sur un certain nombre de choses que vous avez déjà dites là sur la com. Euh, Mais globalement, en fait, j'aurais bien aimé attirer l'attention de tout le monde sur le fait que finalement, quand on se pose la question de la valorisation de l'espace, hein, on en revient à se poser la question de la démarche dans son ensemble, du facile à lire, parce que effectivement, on aura beau proposer un espace facile à lire hyper attractif, particulièrement bien placé dans sa bibliothèque, c'est un peu illusoire de penser que des collections qui sont destinées à un public éloigné de la lecture, qui pour la plupart ne viennent pas ou ne viennent que très peu à la bibliothèque, que ces collections, elles vont trouver ce public-là sans accompagnement fort et sans démarche affirmée. Et du coup, rappeler que la valorisation, en fait, elle concourt à la démarche ou à l'inverse, l'ensemble de la démarche concourt à valoriser les espaces. Parce que nous, on insiste vraiment fortement sur le fait qu'on ne peut pas penser et mettre en œuvre le facile à lire sans s'appuyer sur les 4 piliers essentiels que tout le monde connaît, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Les publics, les identifier et les connaître, notamment via les partenaires sur son territoire. Les médiations pour aller vers ces publics en lien avec les collections qu'on aura repérées aussi et créer un espace facile à lire. Donc, des publics, des partenaires, premier pilier, les médiations, deuxième pilier, les collections qu'on a repérées, troisième pilier, et les espaces, quatrième pilier. Donc voilà, la valorisation, elle fait partie de la démarche à part entière. Et en piste, j'enchaîne en partageant. Alors là, c'est peut-être un peu anecdotique, mais c'était quand même particulièrement sympa, donc on avait envie de le partager. Pour valoriser l'espace, la bibliothèque de Sixte sur Arve, qui se trouve dans le réseau de Redon, de temps en temps, elle rend son espace facile à lire et ses collections faciles à lire nomades et
festive dans la bibliothèque. Et là, notamment, c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année, en lien avec un temps fort, un événement. Les collections deviennent boules et décorations d'un arbre de Noël. Donc voilà, ça, je trouve que ça peut être quand même bien inspirant pour permettre aux faciles à lire de se déplacer au plus près des regards et mettre des coups de projecteur un peu ponctuels. Et puis, vous l'avez dit, hein, inaugurer l'espace peut être vraiment un temps à la fois de communication et de valorisation. Là, je voulais vous partager une image qui n'est pas tellement représentative, à part les petits ballons en haut, mais de l'inauguration toute récente de l'espace facile à lire de la médiathèque de Pipriac sur le réseau de VHBC. Donc là, on est sur le mobilier dont on a déjà parlé, qui a été réalisé par les chantiers d'insertion. Et comme vous le disiez, Laure, comme tu le disais, hein, à l'occasion donc de cette inauguration, des structures partenaires ont été invitées. Alors là, elles ont été juste invitées pour participer et écouter. L'idéal, c'est évidemment quand on les invite pour une inauguration, mais qu'on leur permet d'être actrices aussi de ce temps d'inauguration à travers la restitution de médiation éventuellement. Je me permets, Isabelle, et après je donne la parole à Laure et à Morgane. Sur cette inauguration, ils ont été conviés à participer, en fait. Ils ont été, parce que justement, c'est pas ce que m'avait dit la collègue. Okay. Ils ont été conviés à participer parce que justement, il y a eu deux lectures. D'ailleurs, ça s'est fait avec plusieurs bibliothécaires du réseau qui sont venus pour partager les lectures. Et une des lectures était un des ouvrages qui avait remporté le prix Facile à lire il y a quelques années, qui s'intitulait La nappe de je ne sais plus qui, désolée. La nappe blanche de Françoise Legendre, ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Et du coup, en fait, la bibliothécaire avait mis en place 2 grandes tables avec des grandes nappes et avait imprimé tout plein de photos. Il y avait un appareil qui faisait des instantanés et on proposait aux résidents et aux partenaires qui étaient là justement de reconstituer cette nappe de souvenirs avec les photos des différentes animations partagées et de cette animation-là en cours. C'était leur nappe du facile à lire. Et ils ont participé en la décorant, en découpant tout ça. Et c'était très, très chouette. C'était très joli comme initiative. Ça m'étonnait aussi, mais tu vois, bon, comme j'ai pas pu m'y rendre, le retour que m'en avait fait la collègue qui suit ce territoire, vu qu'il était un peu résumé, j'avais compris que les lectures avaient été faites par les bibliothécaires, bon, ce qui m'étonnait un peu, mais tant mieux si ça s'est fait. Mais c'était super. Ils ont tous vraiment apprécié. Et donc, c'est l'implication aussi à travers un petit atelier créatif et des lectures partagées de bibliothécaires mis en valeur avec aussi des élus qui étaient invités, qui ont pu réaffirmer l'engagement autour de ces actions. Donc, ça sert aussi à ça, ces valorisations et ces temps d'inauguration en fait des espaces. Et avant de te redonner la parole, Virginie, je crois que Laure et Morgane lèvent la main depuis quelques minutes, donc je vous laisse. Sur cette question de la communication et de la valorisation des espaces, on peut aussi insister sur le fait qu'il est important aussi d'avoir dans cet espace la possibilité de valoriser les événements qui vont se passer autour du facile à lire. On a parlé du prix, mais il peut y avoir d'autres choses qui vont se passer. Et quand je parle des événements, c'est les événements tout publics qu'on va pouvoir mettre en œuvre, mais aussi les événements qu'on va travailler avec nos partenaires et leurs bénéficiaires, qui sont pas forcément visibles, qui se font souvent sur du temps de fermeture de la bibliothèque, du coup qui sont invisibles par le grand public. Or, si on valorise ces questions-là dans l'espace et qui sont vues en fait par tout le monde, ça permet aussi pour les usagers lambda de voir et de comprendre aussi la place de la bibliothèque dans un écosystème beaucoup plus large que ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire du pré-retour. Et pour les bénéficiaires qui vont participer à ces moments-là, eh bien d'ancrer aussi leur participation à la bibliothèque, dans la bibliothèque, et de faire des échos quand ils viennent en autonomie à la bibliothèque. C'est des choses qui sont importantes, et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on met en place régulièrement sur Quand la mer, et ça fonctionne vraiment. Et donc, ça peut faire des choses très jolies, très rigolotes. Et le principe, pour moi, il est là. Et pourquoi pas aussi, dans notre programme d'action culturelle, d'en parler sous forme de focus. Voilà, en précisant, bien sûr, tout le monde n'est pas invité, mais de valoriser aussi ça comme quelque chose qui vaut le coup d'être connu, même si on ne peut pas tous y participer. Merci beaucoup. Ça montre que c'est vraiment une démarche globale à tous les niveaux et sur tous les sujets. Isabelle, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Parce que Ouais, alors s'il y a encore 2 minutes, j'avais 2 autres exemples à partager.
Pour illustrer cette question des valorisations, un peu en inspiration, donc c'était dire que alors vous l'avez déjà commencé à le dire, hein, profiter évidemment des temps de médiation, des temps forts pour valoriser l'espace. Et là, l'exemple de Pleumeur est intéressant. Donc, on est dans le Morbihan. C'est dans le cadre du prix Facile à lire Bretagne 2025, parce que justement, il valorise un espace qui n'existe pas encore, mais qui est en configuration. Donc, on est sur un espace provisoire de facile à lire, qui est déjà valorisé à l'occasion de ce temps fort régional qu'est le prix Facile à lire Bretagne, et notamment, comme tu viens de le dire, Morgane, pour valoriser le travail avec les partenaires, les rencontres qui ont été organisées, et voilà, donc il y a une multitude de partenaires là sur Pleumeur, en tout cas c'était le cas pour les médiations qu'ils ont mises en place en 2025, et en début de démarche, ils ont ressenti ce besoin de valoriser auprès du tout public. Donc, c'est vraiment une illustration presque de ce que tu viens de dire. Voilà, donc communiquer dessus même quand l'espace n'existe pas encore. Et puis, le dernier exemple, il est à Paimpol. Là, on est dans les Côtes d'Armor pour finir. On est toujours sur la valorisation à l'occasion d'un temps fort. C'est un peu toujours le même temps fort en Bretagne, hein, le prix Facile à lire, édition 2025. Et là, la médiation qui a été proposée dans le cadre de ce prix avait un double objectif: démarrer le vote dans la phase finale du prix Facile à lire avec les stagiaires. Et là, on est avec le partenaire CLPS, donc partenaire de la formation, et inaugurer l'espace Facile à lire. Donc, en même temps, on inaugure l'espace, donc on le valorise en même temps qu'une médiation dans le cadre d'un temps fort. Merci Isabelle. Est-ce que l'une de vous souhaite ajouter quelque chose, parce qu'on arrive au terme de nos échanges? Hélène, peut-être? Non? Bon. Eh ben, merci à toutes les quatre d'avoir répondu aux différentes questions. Et je vais rendre la parole à Agnès Thibault de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup à toutes les cinq. Donc nous allons effectivement passer à notre dernier temps qui est consacré à vos questions. Alors on a un petit peu débordé, donc je vous propose voilà, de poser vos questions donc, dans l'outil questions-réponses qui est en bas à droite de votre écran, je le rappelle. Et vu qu'on a un petit peu débordé, on débordera aussi un petit peu. Là, on avait dit que le webinaire se terminait à 11h30, donc peut-être qu'on débordera de 5-10 minutes le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors peut-être une première question alors de quelqu'un qui demandait alors déjà la référence du guide cité par Hélène, le guide de l'UNAPEI. Donc voilà, je vous ai partagé un certain nombre de liens de ressources qui ont été abordées par nos intervenantes au cours du webinaire. Donc n'hésitez pas à regarder du coup dans la discussion tous les liens. Aussi, alors une autre question peut-être pratique dont je vais y répondre maintenant. S'il est possible de communiquer les photographies des espaces présentés, voilà, nos intervenantes me partageront leur support et on fera une petite page sur le site de la FIL avec toutes les ressources. Et du coup, pour d'autres questions qui sont donc moins pratiques et plus dans notre sujet, une question d'une personne qui demande pourquoi le mobilier doit être différent du reste de la bibliothèque et peut-être aussi les petites astuces pour le rendre différent. Si l'une d'entre vous souhaite répondre. Peut-être juste sur la première partie de la question, hein, pourquoi il doit être différent, parce que l'enjeu, il est bien d'attirer des publics éloignés de la lecture vers les livres et la lecture. Et que du coup, l'attractivité du mobilier, comme l'a dit en plus Hélène en insistant sur le fait que le mobilier peut être lui-même marqueur de visibilité et de signalétique, s'il ressemble aux autres mobiliers de la bibliothèque, quand même, il sera moins repérable. Donc, c'est un facteur, s'il est différent, de repérage plus aisé. Oui, après, moi, juste un retour d'expérience. Parfois, si on n'a pas de mobilier, vu qu'un peu des spécificités
des mobiliers particuliers, c'est que souvent c'est quand même une présentation en facing. Des fois, ça peut aussi être juste en fait une étagère, on va dire classique, où les tablettes elles sont aussi remontées pour faire du facing et où on va trouver un rythme, enfin voilà, dans les hauteurs pour pouvoir valoriser ces livres dans un premier temps et après avec un marquage. Avec le logo facile à lire pour identifier l'espace. Ça peut aussi être quelque chose d'assez simple dans un premier temps. Ouais, et puis si je peux rebondir aussi, dire qu'il peut y avoir aussi plusieurs phases à la mise en place d'un espace facile à lire, hein. Au début, si on n'a pas de budget, effectivement, il y a beau avoir des grands principes, on va quand même être obligé de faire selon ses moyens et que on peut tout à fait détourner une simple étagère. Alors soit ça sera définitivement, soit ça sera provisoire. Et si c'est définitif, on l'a vu au gré de l'ensemble des images qu'on a partagées et des photos, que rendre cosy, attirant, un mobilier de bibliothèque, c'est possible, hein, parce que là, à Caen-la-Mer, on voit quand même la diversité au-delà du même mobilier, avec des espaces extrêmement confortables et cosy. On part quand même d'un mobilier de catalogue. Alors certes, c'est une tour qui n'est pas le mobilier le plus courant, mais c'est quand même un mobilier de catalogue. Donc il y a moyen, en rajoutant des plantes vertes, des coussins, des assises, d'attirer l'œil sur un mobilier. Donc évidemment, il y a les grands principes, puis après, il y a le principe de réalité, hein, qui s'impose à nous. Merci Hélène, merci Isabelle. Alors, il y a aussi donc une question d'une enseignante documentaliste. Donc, ça c'est spécifique, mais c'est intéressant parce qu'elle dit qu'à propos de la distinction entre le facile à lire et le lire autrement, que pensez-vous de regrouper dans un espace facile à lire différentes propositions alternatives de lecture, comme les romans adaptés aux élèves 10 ou les livres audio, par exemple? Donc là, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un exemple qui est en dehors d'une bibliothèque, ou peut-être que justement, il y a plus de contraintes au niveau de l'espace. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à lui apporter et puis à apporter du coup à peut-être tous les enseignants qui assistent à ce webinaire. Laure et Morgane, et puis peut-être après Hélène. C'est vrai que dans un contexte de CDI, si je comprends bien, en tout cas de centre de doc au sein d'un collège ou d'un lycée, les choses sont quand même un petit peu différentes de ce qu'on va pouvoir trouver en bibliothèque de lecture publique. Peut-être que ça s'approche plus effectivement de l'EJA. Et c'est vrai que dans la manière dont on conçoit les choses, souvent, il y a une confusion entre le facile à lire, c'est pour les adultes, et l'EJA, c'est le pendant du facile à lire pour les enfants, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et je pense que ça peut tout à fait faire sens au sein d'un CDI, mais pas pour une bibliothèque qui va accueillir un public beaucoup plus multiple. Mais pour un CDI, je vois pas où ça peut coincer, au contraire, parce que c'est des accès de lecture différents pour les enfants. La question, c'est y intégrer du braille, y intégrer du Makaton, y intégrer plein d'autres types de lectures qui, là, demandent des choses qui sont plus complexes d'accès et qui répondent à des handicaps très poussés. Mais effectivement, livre audio, livre 10, on est sur des chemins de lecture différents. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça permet peut-être d'avoir un peu ou quelques documents qui pourraient montrer les différents types d'adaptations qu'on peut proposer en fait aux jeunes en fait. Voilà, qui peuvent être assez éclectiques. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Merci à toutes les deux. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je me serais peut-être permis de rajouter quand même juste là aussi un petit rappel, c'est que effectivement la démarche facile à lire, a tendance à dire, et je crois que c'est le cas, qu'elle s'adresse aux grands ados et aux adultes, et que la frontière, c'est bien qu'il faut que les ados ils aient quitté le parcours scolaire pour être concernés par le facile à lire, parce que sinon ils sont en apprentissage. Et que les publics, donc c'est peut-être intéressant de refaire un focus rapide sur les publics cibles du facile à lire. Vous l'aviez peut-être fait lors du premier webinaire, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes qui suivent le deuxième. Les publics cibles, au départ, les premiers publics cibles, c'est vraiment les personnes en situation d'illettrisme et apprenants. Donc en situation d'illettrisme, qui réapprennent les savoirs de base, ou allophones, qui apprennent le français comme langue étrangère. Mais viennent s'ajouter à ces publics cibles
prioritaire, essentiel, premier d'autres publics comme les personnes en situation de handicap, d'où les passerelles avec les fonds Lire Autrement, notamment pas tous les handicaps, le handicap intellectuel, psychique, surdité et les troubles du neurodéveloppement, dont les 10. Et puis ensuite des personnes âgées en perte d'autonomie, fatiguées, hospitalisées sous traitement ou en convalescence, et puis des personnes en grande précarité sociale et culturelle, éloignées du coup de fait de la culture, de la lecture et de l'écriture. Mais quand même, moi je pense que CDI ou bibliothèque, on doit expliquer clairement qu'il y a une différence entre des collections adaptées et la démarche facile à lire. Pour moi, c'est pas la même chose, ça vise pas la même réponse, les mêmes besoins, et donc c'est pas la même réponse aux besoins. Même si effectivement, il peut y avoir dans les collections faciles à lire quelques adaptations, comme les 10 et comme le facile à lire à comprendre. Et par contre, c'est intéressant la question de la collègue prof doc parce que Françoise Sarnowski, qui est quand même la personne sans laquelle le facile à lire ne se serait pas développé en France, avait vraiment l'habitude d'inciter les bibliothèques à développer les supports audio en complémentarité des ouvrages faciles à lire dans les espaces faciles à lire, parce que justement, ça permettait un double accès et une aide, un peu comme les personnes 10 ont besoin en fait de cet appui secondaire de l'audio avec le support texte. Et donc, on le fait très peu. Donc, c'est intéressant de rapprocher l'audio, mais peut-être l'audio en lien avec les collections qui sont déjà dans l'espace FAL. Mais en gros, dans les CDI, à part les CDI des lycées pro, des MFR et tout ça, il ne devrait pas y avoir de facile à lire puisque ça ne s'adresse pas aux moins de 16 ans. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, juste pour vous préciser, donc, il y a un lien qui a été remis vers le guide de l'UNAPEI. Ce guide de l'UNAPEI, c'est un guide sur la communication simplifiée, les pictogrammes. Donc, effectivement, qui est à destination des personnes en situation de handicap mental à la base, mais qu'on peut aussi appliquer au principe du facile à lire. Mais attention quand même, parce que je vois qu'il y a une question aussi d'une personne qui demande la différence entre le FAL et le FALC. Donc, entre le facile à lire et le facile à lire à comprendre. Donc, je vous invite vraiment à revoir notre premier webinaire qui est consacré à la question et qui est disponible sur la chaîne YouTube de la FIL, parce que ce sont vraiment deux dispositifs différents, même si effectivement, en termes de communication, il peut y avoir des similitudes dans les principes de communication qui s'appliquent à ces deux, à ces deux dispositifs. Sarah, tu levais la main peut-être pour rebondir par rapport à cette question. Ce que tu viens de dire par rapport au premier webinaire, parce que justement, quand Isabelle a dit que les livres audio avaient complètement leur place, dans le premier webinaire, il est aussi question de la diversité des fonds et des supports qu'on trouve dans du facile à lire. Et on a aussi l'exemple dans ce webinaire de vidéos qui accompagnent les ouvrages et les livres audio, en fait. Donc, allez jeter un œil aussi à ce premier webinaire. Ça répondra à d'autres questions. Merci Sarah. Alors, donc je pense qu'il s'adresse peut-être à vous toutes, hein, mais est-ce qu'un espace facile à lire peut être mis en place dans un centre socio-culturel ou encore dans une salle de formation? Donc voilà, peut-être que vous avez des conseils aussi à donner à des personnes qui travaillent dans des centres socio-culturels ou des salles de formation pour la mise en place d'un espace facile à lire. Voilà, peut-être Isabelle, je te vois lever la main. Oui, alors en fait, je la levais pour rebondir à la question précédente, mais je peux répondre aussi à celle-là. Enfin, commencer de répondre, bien sûr. Quand même, même si c'est dit dans le premier WIDER, je pense que c'est important de revenir là en deux mots sur la différence entre le FAL et le FALC, parce que ça, c'est pareil, cette question, elle revient tout le temps, à chaque fois qu'on en parle. Moi, le moyen mnémotechnique que j'utilise, c'est vraiment de dire que le facile à lire et à comprendre, au départ, c'est le domaine de l'information et de la communication. C'est rendre accessible son information et sa communication pour des personnes en situation de handicap mental. Et c'est une démarche de simplification et d'accessibilité de l'information et de la communication qui est d'ailleurs portée au niveau européen. Le facile à lire ce dont on parle depuis déjà un petit moment là, aujourd'hui, on est bien sur des collections et une démarche en lien avec la lecture publique. Donc, on voit bien que c'est pas la même chose. Ce qui prête à confusion, évidemment, c'est les deux terminologies. C'est le fait que pendant longtemps, c'était le même logo et que les logos continuent de se ressembler étrangement et que le facile à lire et à comprendre
et que en anglais, en fait, c'est la même expression. Donc voilà, c'est pas simple et c'est bien de le dire quand même qu'il y a une démarche d'information et une démarche de lecture publique quand même, qui ne sont pas les mêmes. Et sinon, ben oui, on l'a dit, enfin à un moment, moi je crois que je l'ai dit, hein, que dans la charte d'utilisation sur le site du ministère de la Culture, il est précisé que évidemment on peut mettre en place un espace facile à lire en dehors des bibliothèques, donc chez des partenaires, des structures sociales, médico-sociales, du secteur de la formation, etc. Ce qu'on peut conseiller, comme tu le demandes aux collègues de ces secteurs-là qui seraient intéressés, c'est quand même de se rapprocher des bibliothèques qui, sur leur territoire, sont peut-être déjà dans la démarche et pourraient être des spécialistes et les accompagner en tant qu'experts, ou alors du centre régional du livre de leur région, ou tout acteur finalement autour de l'illettrisme, si ils repèrent personne de facile à lire, qui pourrait les orienter vers les bonnes personnes pour les accompagner dans cette démarche et pour être formés. Merci beaucoup, Isabelle. Peut-être aussi une question. Alors, excusez-moi, peut-être Laure et Morgane, vous vouliez ajouter quelque chose à ce propos? Oui, je voulais rebondir par rapport un partenariat avec un centre socioculturel ou un autre type de partenariat. Je pense qu'effectivement, l'intérêt, c'est de le co-construire. Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, hein. C'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir co-construire un peu cet accompagnement avec des bibliothécaires qui sont spécialisés sur la question aussi du choix des livres, puisque en fait, ne faut pas oublier que c'est un travail très fin d'aller puiser dans l'édition générale des petites perles littéraires qui correspondent exactement aux typologies, aux adaptations pour lesquelles on peut accompagner des tas de personnes vers des chemins de lecture différents. Donc, avoir un espace facile à lire, oui, mais à partir du moment où il est vivant, où il est accompagné, où les personnes sont formées et où, idéalement, il y a un partenariat avec la médiathèque ou la bibliothèque ou de son quartier ou de sa commune. Ou, voilà. Je voulais juste préciser cet aspect-là. Merci beaucoup, Laure. Alors, il y a aussi une question. Alors, peut-être vous avez plus ou moins répondu, mais est-ce que l'espace facile à lire doit être disposé toujours au même endroit dans la bibliothèque? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette question? Nous, ce qu'on remarque en Ille-et-Vilaine, c'est que justement, c'est intéressant de faire différentes expérimentations. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans les grands principes des espaces, il est conseillé d'avoir un mobilier facilement déplaçable sur roulette. C'est déjà pour pouvoir trouver le bon endroit dans sa bibliothèque. Parce qu'on dit que c'est bien qu'il soit près de l'accueil, près d'une zone d'accueil, mais bon, des fois, on sait bien que c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours la place. Donc, du coup, on va chercher le meilleur emplacement. Donc, bien sûr, déjà pour ça, il peut bouger. Et puis après, comme on l'a vu, il peut bouger aussi au gré des différents temps qu'on met en place, de médiation. Et puis, des fois, de près de cet espace-là, aux partenaires avec lesquels on travaille. Donc, il est possible, ou dans un temps fort, il peut carrément aller prendre, je sais pas moi, l'air dehors, aller rencontrer les publics sur la place du marché. Enfin, donc oui, moi je pense que c'est comme tout, ça doit faire sens avec la démarche telle qu'elle est mise en place dans la bibliothèque ou sur le réseau, mais c'est fortement conseillé qu'ils puissent de temps en temps bouger. Après, on a quand même beaucoup parlé d'ancrage, donc il y a aussi pour certains publics un besoin de retrouver les choses au même endroit. Il ne faut pas qu'ils disparaissent trop souvent peut-être. Il faut trouver un bon équilibre. Merci Isabelle. Laure et Morgane, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous, dans votre réseau, l'espace se déplace? Alors, l'espace se déplace pas vraiment, mais par contre, on a imaginé, on a travaillé sur des valises thématiques faciles à lire.
Et en particulier, voilà, une collègue qui est vraiment, qui a beaucoup avancé, qui nous a proposé plein en collaboration, en co-construction avec plusieurs autres collègues, des valises sur les thématiques de l'amour, sur les thématiques de la famille, des oiseaux. Voilà, donc en fait, ça permet pour notre réseau aussi et pour peut-être les bibliothèques pour lesquelles c'est plus, d'abord pour découvrir ce que c'est un peu que ce dispositif, ce concept-là, et ensuite pouvoir aussi, voilà, proposer des médiations, par exemple, on peut aller dans des EHPAD, on peut aller un peu partout dans des foyers. Avec ces valises et proposer une première entrée aussi dans ce dispositif-là. Mais idéalement, on invite quand même les publics à venir visiter nos espaces et co-construire avec nous des médiations autour de ces espaces. Et nous, en ce qui nous concerne, nos 9 espaces voilà, des bibliothèques de Camp-la-Mer. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre une ou deux dernières questions parce que l'heure tourne. Il y avait aussi une question sur les critères à prendre en compte pour concevoir un meuble facile à lire. Alors, vous y avez un petit peu répondu en filigrane dans la première partie du webinaire, mais voilà, si vous pouviez peut-être rappeler à cette personne quels sont les critères qu'il faudrait prendre en compte pour la conception d'un meuble. Je ne sais pas si Laure et Morgane ou alors Isabelle. Je sais pas, est-ce qu'il s'agit de redire peut-être rapidement les grands principes ou parce que on va pas dire autre chose que ce qu'on a déjà dit, du coup, c'est Ouais. un Ce certain qu'on nombre peut, de règles. ce Ouais, qu'on autour Peut-être que attractivité, c'est par visibilité. rapport à ouais, peut-être que c'est par rapport à la conception du meuble. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on partagera la charte qu'on avait construite sur Camp-la-Mer, qui décrit en fait les grandes règles en fait à suivre, qui ont été bien décrites par Isabelle quand elle a parlé de tout le travail avec notamment les designers et les artistes qui ont créé les meubles. Mais en gros, hein, l'idée c'est de permettre du facing, de permettre une accessibilité assez directe avec les collections, d'avoir une signalétique qui est très visible, très claire et très simple. D'être sur un minimum de 50, parce que des fois, c'est peut-être un peu là-dessus qu'il faut être vigilant. Il faut qu'il y ait Oui. au moins quand même la possibilité de présenter 50 ouvrages en facing, enfin de face. Alors des fois, le truc qui est trouvé, la petite solution, pardon, l'astuce, c'est que à côté finalement, quand c'est pas tout à fait 50, on a un peu une poire pour la soif, on a des bacs avec voilà un réassort et une petite réserve. Bon, ce qui est important de prendre, donc c'est ça, il faut forcément que ce soit un meuble qui permette beaucoup de mise en place de face. Ça, c'est sûr. Il faut que ça permette des mises en place de face pour toute taille de document, puisque Sarah, tu le rappelais, mais à l'occasion du premier webinaire, vous avez beaucoup parlé des différents genres de documents faciles à lire. Et on voit bien que quand on trouve les fameuses petites perles, on va avoir des grands albums, on va avoir des tout petits livres, on va avoir des livres-objets. Donc, on a des choses de toute taille. Donc, il faut aussi que ce meuble y permette, pour l'intégrité des documents, mais aussi pour l'intégrité du public, que tout ça tienne bien en place. Et après, il y a des règles, moi je trouve basiques aussi, comme on l'a dit pour la signalétique, d'accessibilité. Là, dans les images qu'on a partagées, il y a un certain nombre d'espaces faciles à lire où je trouve que les collections, elles sont ou trop basses, ou trop hautes, ou on va pas y accéder facilement parce qu'on a un problème de mobilité. Donc, il faut aussi prendre ça en compte, puisque potentiellement, tout doit être accessible et inclusif. Voilà. La légèreté, la solidité dans la légèreté, c'est important. Nous, on en est à notre deuxième mobilier qu'on prête. Le premier, c'était aussi des designers. À une époque, on était un peu moins aguerris ou facile à lire. Eh bien, il n'était pas sur roulette, il se démontait difficilement, il était très lourd et il prenait beaucoup de place. Il cochait vraiment pas toutes les cases. Hein. Donc, les grands principes, on les a un petit peu adaptés aussi au fil de l'expérience et des retours que les bibliothèques qui nous empruntaient l'espace ont pu nous faire. Mais on peut vous partager aussi, en plus de la charte de Camp-la-Mer, clairement les différents items qu'on a pu mettre nous derrière les trois mots clés, si ça peut aider.
C'est volontiers. Merci beaucoup à toutes les trois. Effectivement, je pense que ce sera intéressant pour les participants d'avoir accès à ces documents. Laure et Oui, Marielle? non, je voulais dire qu'en fait, alors on a choisi un mobilier, hein, il est ce qu'il est, et c'est un beau mobilier, mais il n'empêche qu'il y a toujours, on trouve jamais l'idéal. Il se trouve que nous, dans nos mobiliers, on a du mal à faire tenir les livres en fait à l'intérieur, en facing à l'intérieur de cette case, et qu'en fait il faut trouver des moyens de pouvoir les bloquer par et ça peut nous demander aussi. Finalement, on s'est aperçu que voilà, c'était pas si évident L'expérience. avec l'expérience. Et il faut trouver après des astuces pour vraiment bien les présenter, qui ne dégringolent pas sans arrêt, en fait. C'était ça la question. C'est intéressant d'avoir ce retour très concret de comment après ça se passe sur le terrain. Alors peut-être une dernière question justement aussi un petit peu pratico-pratique. Est-ce que les bibliothèques citées lors de ce webinaire ont bénéficié de subventions du CNL? Donc j'imagine que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut bénéficier de subventions du CNL pour l'acquisition d'un mobilier ou l'aménagement d'un espace facile à lire? Voilà, je vous laisse peut-être Isabelle, oui, si tu veux Oui, oui, répondre. oui, on peut tout à fait bénéficier de subventions, notamment de l'État via le- la subvention pour les bibliothèques du CNL en direction des publics empêchés éloignés, dans la mesure, alors ça, je vous renvoie vers les différentes conditions d'attribution, mais bon, que ce soit un projet global qui intègre notamment des médiations. Donc c'est vrai que ça rentre pile poil, j'allais dire, dans la démarche facile à lire. Après, il y a toujours un seuil de projet minimum, donc il faut aller voir si c'est ça le plus adapté. On l'a vu à l'occasion notamment de la mise en place du facile à lire sur Quénon Marche de Bretagne, que ça peut être aussi financé dans le cadre d'un contrat territoire lecture. Alors, j'ai pas été voir le détail, mais pour ce que j'en sais, sûrement pour la partie financement de la conception, parce que dans l'aide de la DRAC sur les CTL, normalement, ça ne finance que du fonctionnement. Donc, l'achat en investissement ne peut pas rentrer. Donc, je pense que ce qui a été financé dans le cadre du CTL avec la volumerie pour les mobiliers, les espaces FAL de Quénon, c'est forcément la partie conception de ces espaces-là, mais c'est déjà ça. Et après, ça peut rentrer dans un projet plus large de demande au titre de la dotation générale de la décentralisation, donc via la DRAC à nouveau, quand on a un réaménagement de mobilier, un nouvel espace. Faut pas hésiter à faire intégrer la démarche facile à lire à un nouveau service, une extension, une rénovation, pour pouvoir se faire financer via la DGD concernant le mobilier aussi. Merci beaucoup à toutes les quatre. Alors, effectivement, Hélène Gerbert nous a quitté, enfin, elle a dû nous quitter avant la fin du webinaire. On va arrêter l'échange, enfin, voilà, le temps de questions-réponses maintenant, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais voilà, on est toujours un petit peu limité au niveau du temps et c'est toujours un petit peu frustrant. Sachez qu'il y a une foire aux questions qui existe sur le site de la FIL dans le dossier consacré à la démarche facile à lire. Donc, je vous partagerai le lien dans un mail ultérieur. Je vous ai également mis dans la discussion l'adresse contact de la FIL si jamais il y a des personnes parmi vous qui ne se sont pas inscrites au webinaire. Je vous dis ça parce que toutes les personnes qui sont inscrites, elles vont recevoir un mail plus tard avec le lien vers la vidéo d'enregistrement du webinaire et les ressources qui ont été mentionnées par les intervenantes pendant le webinaire. Mais vous, si vous êtes connecté sans vous inscrire, du coup, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse contact et on vous rajoutera dans la boucle d'échange de mails. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que voilà, on a fait à peu près le tour aussi des questions un petit peu pratiques. Je vous remercie je remercie d'abord nos 5 intervenantes pour ces échanges très riches et également tous les participants et les participantes voilà, d'avoir
d'avoir participé à ce webinaire. N'oubliez pas que nous avons un troisième épisode qui sera consacré à l'organisation de prix faciles à lire à différentes échelles. Et donc, à ce titre, on abordera notamment la question des médiations. Et donc, ce troisième épisode aura lieu le 5 novembre, si je ne me trompe pas, le jeudi 5 novembre, de 10h à 11h30. Voilà, on communiquera là-dessus ultérieurement. Merci beaucoup à tous et toutes, et puis bonne journée.